Depuis ce matin, les portes du musée du Louvre sont fermées. Les salariés ont voté une grève reconductible alors que le monument enchaîne les polémiques depuis le casse du 19 octobre dernier. Alors comment la direction gère-t-elle cela en interne? Quelles sont les revendications des grévistes? Et la question du jour du Figaro aujourd'hui, c'est celle-ci. La grève du personnel du Louvre vous semble-t-elle justifiée? Pour parler de ce sujet, je suis avec Claire Baumlard. Bonjour Claire. Bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste au service culture. Claire, on a l'impression encore une grève depuis le casse. C'est pas la première fois que le personnel se met en grève au Louvre. Ils ont essayé une demi-journée à un moment donné, ça n'a pas vraiment pris. Là, on a l'impression qu'ils se disent, une intersyndicale, ça veut dire que c'est tous les syndicats du Louvre qui se mettent ensemble et ils se disent, on a un moment, alors on le joue. On a un moment où on le joue. Alors justement, vous avez écrit un article sur ce sujet. Il y a une déclaration de Christian Galani, de la CGT, qui dit « Le rapport de force est à notre avantage ». C'est notre moment, on peut faire passer des choses, alors on y va? C'est ça les grèves, c'est des histoires de rapport de force, qui gagnent, qu'est-ce qu'ils vont obtenir, qu'est-ce qu'ils ne vont pas obtenir et à quel coût pour l'État et le Louvre se fera la reprise du travail. Donc c'est ça, ils estiment que le rapport de force, alors que le musée est extrêmement fragilisé, depuis le 19 octobre, en interne et en externe, c'est la critique. Donc ils décident d'y aller en pensant que c'est le moment ou jamais de faire valoir leurs arguments. Alors, qu'est-ce qu'ils réclament? C'est ça, c'est salariés du Louvre. Il y a pas mal de points. Oui, alors, ils ont fait une assemblée générale votant le principe d'une grève reconductible en décembre, le 8 décembre. Et là, ils avaient une liste de revendications. Ah ben, c'était le grand soir. Il y a absolument tout. Si vous voulez, il y a évidemment des emplois, des hausses de salaire, des conditions de travail différentes, une organisation du musée et une gestion du musée différente, mais aussi l'abandon de la tarification différenciée pour les touristes étrangers et les Français qu'on va mettre en place en janvier, l'abandon des grands projets, le Louvre Renaissance, il y a tout. Rien ne va à leurs yeux et ils ont fait une liste de courses absolument invraisemblable. Alors, il y a déjà pas mal des choses qui avaient été avancées, notamment par la directrice du musée, ainsi que par la ministre de la Culture, Rachida Dati, notamment pour mieux sécuriser le musée. Ça a été... en tout cas, ils en ont parlé juste après le casse. Oui, juste après le casse, c'est des mesures pour mieux sécuriser le musée, pardon. Et donc, évidemment, rendre le travail des gardiens de salle, mais ce n'est pas que ça, hein, les salariés du Louvre, mais mettons si on parle des gardiens de salle, un peu plus tranquille. Puisque qui dit sécurité dit moins de risques de braquage et de vol, et dit arrêt de la peur de certains gardiens aujourd'hui de se trouver face à des braqueurs. Parce que c'est tout de même pas très amusant ce qui est arrivé le 19 octobre pour les 5 gardiens qui étaient dans la galerie Apollon. C'est quand même une expérience que personne n'a envie de vivre. Il négocie avec qui? Il négocie avec la direction du musée, avec le ministre de la Culture. On imagine que quand on bloque le Louvre, il y a pas mal de gens qui rentrent dans la boucle. Oui, alors là, c'est assez intéressant parce que tout se fait au niveau du ministère de la Culture. D'accord. Comme si le Louvre avait dit, écoutez, voyez ce que vous pouvez faire, c'est presque pas de notre ressort. C'est vrai que c'est un établissement public. De toute façon, une bonne partie de l'argent, notamment l'argent des salaires, hein, bien sûr, est versé par l'État. Donc, je pense aussi que Laurence Descartes, la présidente du musée du Louvre, est assez affaiblie pour l'instant. Hein, elle est sous le feu des critiques. Il y a quelques parlementaires qui disent, encore aujourd'hui, c'est-à-dire 2 mois après le casse, eh bien, il faudrait qu'elle soit dehors. Je ne sais pas si elle est en très bonne position pour négocier avec les syndicats. Donc, en tout cas, je pense que ça se fait en lien avec le Louvre. Évidemment, ça se fait en lien avec le Louvre. Mais ça se fait au ministère de la Culture. Avec Rachida Dati. Rachida Dati, pas à chaque fois. Oui, hein. non, pas à chaque fois, on imagine. Mais je veux dire, Rachida Dati, qui est ministre de la Culture, qui est aussi, hasard, candidat à la mairie de Paris, où le Louvre est à Paris.
Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça, parce que je pense que, effectivement, elle est candidate à la mairie de Paris. Elle ne veut pas qu'il se passe des mauvaises choses à Paris. Du moins, elle veut être celle qui règle les choses à Paris. Mais le Louvre n'est pas perçu comme un musée parisien. C'est vraiment un symbole national. On l'a vu quand ça a été cambriolé. C'est le monde entier qui s'est effaré. Or, des vols dans des musées parisiens, il y en a eu d'autres. Le Louvre a un statut à part. Donc je pense qu'elle essaie de régler les choses, mais pas seulement en tant que candidate à la mairie de Paris. Vous en parliez, alors il y a tout ce qui est sur le côté, on va dire, humain, gestion humaine, mais il y a les projets aussi qui sont remis en cause. Les 2 projets que vous avez cités, on parlait du premier, c'est de faire payer différemment les étrangers, les extra-européens. Les extra-européens. Les extra-européens, des Européens au Louvre. Ça, c'est quelque chose qui était prévu et qui devrait faire rentrer plus d'argent dans les caisses. Les syndicats n'en veulent pas. Les syndicats n'en veulent pas. Je pense que peut-être parmi les 3, ils ne sont peut-être pas tous d'accord là-dessus. Ils l'ont mis dans l'intersyndicale. Je ne sais pas si c'est pas quelque chose un peu de façade. Alors c'est pour rupture d'égalité entre les citoyens, les visiteurs. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment ça qu'il faut prendre au sérieux. Plus important, à mon avis, la revendication sur les emplois. Oui. Évidemment. Ces syndicats, on l'a dit, sur les 2200 salariés au Louvre, il n'y a pas que des gardiens de salle, il n'y a pas que des surveillants, mais c'est le fond de sauce des syndicats, ces gens-là. Donc, ils sont en train d'essayer d'avoir des emplois dont une bonne partie serait fléchée sur des postes de surveillants, alors qu'il y a des régisseurs, il y a des gens qui travaillent... je ne sais pas, moi, au jardin. Enfin, il y a des tas de fonctions au Louvre, il y a des tas de directions. Là, ils militent peut-être un peu aussi pour leur base. Et les salaires aussi sont importants. Effectivement. Alors, on a vu sur les images tout à l'heure, une galerie, la galerie Campana, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Campana, oui. Campana, dans laquelle il y a eu des problèmes, qui a fermé une fois que... ça s'est passé après le casse, donc c'est pour montrer un peu la fragilité. Oui, c'est la série. Je sais plus comment on appelle ça, là. La loi de Murphy. La loi de Murphy, voilà, c'est ça. Quand ça va mal, ça va mal. Et c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que des poutres qui soutenaient un plafond plancher, enfin, vous voyez, parce que ça dépend à quel étage on se trouve, bougeaient. 7 sur une trentaine, c'est beaucoup 7. Et ça bouge de telle manière qu'on se dit, un jour ça va s'écrouler. Ça inquiète des gens. C'est quand même pas le moment qu'un plafond s'écroule. Alors on a exfiltré les 65 agents qui travaillaient au 2e étage, et en dessous, il y a la galerie Campana. La galerie Campana, c'est une série de salles avec des vases étrusques. Vous imaginez si le plafond s'écroule. Donc, je dois dire que le Louvre traverse une très mauvaise passe. Effectivement, une très mauvaise passe. Il y avait un projet qui était censé être le grand projet de renouveau, le Louvre Nouvelle Renaissance, dont avait parlé Emmanuel Macron. C'est aussi les syndicats n'en veulent pas ? Alors là, pareil, ils ont semblé accepter ce projet, plus ou moins. Je crois que Sud était plus en retrait. Les 2 autres se disaient si ça peut résoudre nos conditions de travail. Parce que qui dit nouveauté, modernité, nouvelle salle, moins de gens qui piétinent, plus fluide, la salle de la Joconde, qui est maintenant un cauchemar aujourd'hui, si elle est mise à part, elle est gérée autrement, ça peut aussi améliorer les conditions de travail des surveillants. Alors, ils étaient pas complètement contre. Alors, je vois que dans le document, ils remettent le couvert, mais qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, ce grand projet, ça vient étouffer tous les travaux qu'il faudrait faire et qui sont moins glorieux. C'est-à-dire, on est tellement dans l'idée d'une grande salle et d'un grand soir pour le Louvre et d'un nouveau grand Louvre qu'on en oublie les caméras de sécurité, les monte-charges qui ne marchent pas, les escalators qui sont en panne, etc., etc. Donc, au nom de prioriser vos affaires, Madame la Présidente du Louvre, il semble indiquer qu'ils n'ont plus envie de ce Louvre Renaissance. Sauf qu'on en avait parlé, il me semble, de ce sujet-là, sur le côté que c'est plus facile de ramener de l'argent via le mécénat en disant on va ouvrir de nouvelles salles, on va faire quelque chose, plutôt que on a besoin d'argent pour installer des caméras de surveillance. C'est toujours pareil. Ouais, ça, c'est sûr que toute chose un petit peu
ordinaire dans la vie du musée, on a beaucoup plus de mal à avoir de l'aide. C'est bien pour ça que la tarification est mise en place. Vous savez, cette tarification différenciée, Oui, finalement, un Indien, un Chinois, un Américain paierait 32 euros à la place de, tout d'un coup, ça m'échappe, 27, 27 euros, et ça rapporterait en gros 20 à 30 millions par an. Et ces 20 à 30 millions par an, ils seraient mis dans les caméras, les sécurités, tout ça. Et si tu n'as plus d'argent, tu ne peux pas faire les choses. Nonobstant les grands rêves d'avoir un grand Louvre, eh bien, votre monte charge, ça coûte de l'argent quand même. Donc, il faut bien en faire rentrer. Il faut bien trouver de l'argent, effectivement. Il faut trouver aussi des interlocuteurs et faire que ça marche. On lit dans votre article, d'ailleurs, que Rachida Dati va faire rentrer quelqu'un dans la danse pour discuter avec les syndicats. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est quelqu'un qui, à ses entrées, on peut le dire, qui a beaucoup servi pendant Notre-Dame. Oui, ça a été la surprise de vendredi dernier, il y a 3 jours. On apprend au Sénat, Rachida Dati dit « Eh bien, je confie une mission à Philippe Jost, qui est le président de l'établissement en charge de la reconstruction et la restauration de Notre-Dame. » Alors, il est là depuis un certain nombre d'années. Il travaillait au départ avec le général Georgelin. Il a pris la succession du général Georgelin pour présider Notre-Dame. Ça a semblé presque naturel, je dirais, à la ministre de la Culture de faire venir cet homme-là, je dirais pas tellement pour discuter avec les syndicats, c'est pas tellement là où il serait le plus fort, mais pour justement mettre de l'ordre dans les travaux, les phases de travaux, les marchés publics, puisqu'on a l'impression qu'il y a eu un cafouillage entre ce qui a été lancé par le prédécesseur de Laurence Descartes et ce qu'elle a lancé, elle, que ça s'est mal recoupé. On a l'impression qu'il y a eu un cafouillage, qu'il y avait les directions travaillaient en silo. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui n'était pas tout à fait géré. Eh bien, on pense que donc, ce monsieur qui a quand même présidé l'établissement public en 23, 24, 25, c'est-à-dire qu'il a été en lien avec les architectes, il a été en lien avec beaucoup d'entreprises, il a été à la manœuvre lorsque la cathédrale a rouvert. On peut dire que c'est un homme de l'organisation, c'est un polytechnicien. Je ne sais pas s'il a un sens du dialogue social très pointu, je n'en sais rien. C'était pas son boulot à Notre-Dame. Mais en tout cas, les calendriers, ça lui parle. Les marchés publics, ça lui parle. L'organisation au sens large, ça lui parle. Alors, il doit travailler aux côtés de Laurence Descartes. Il n'est pas là pour la remplacer. Il doit essayer de faire des propositions en janvier-février sur des meilleures gouvernances, meilleure organisation. Je ne sais pas ce qu'il va apporter. C'est un essai, pourquoi pas. Effectivement, on suivra ça. Alors, la question du jour, la grève des personnels du Louvre, vous semble-t-elle justifiée? C'est un non à 60%, quand même. Plus de 35% de nos internautes qui soutiennent la grève. Oui, parce que je pense que les gens se disent... compte tenu du chaos actuel, je comprends qu'ils mettent quand même le pied à terre et qu'ils disent on ne veut plus travailler dans de telles conditions. Je pense que c'est ça. Il y a une forme d'empathie pour ces gens, gardiens de salle ou pas, dont on se dit, pour l'instant, c'est quand même pas très facile. Ils sont attaqués de toutes parts. Alors, on aurait pu penser... Au contraire, qui se soudent autour de la maison, qui se soudent autour de Laurence Descartes. C'est pas le choix qu'ils ont fait, mais je vois pourquoi 40% des gens répondent qu'on les comprend. C'est que ça a l'air d'être un sacré foutoir au Louvre. Alors, une dernière question, un sacré foutoir, vous le dites. Je me permets. Non, il n'y a pas de problème. En tout cas, le Louvre est fermé aujourd'hui. Est-ce que ce sacré foutoir, comme vous le dites, est-ce que ça peut durer une semaine, 2 semaines? Alors, je ne sais pas, demain c'est fermé. Donc c'est une journée blanche pour les syndicats, parce qu'ils ne peuvent pas dire nous poursuivrons la grève, alors que c'est jour de fermeture, par définition, ils ne travaillent pas. Donc on va voir ça mercredi. Mercredi après-midi, Laurence Descartes est auditionnée à l'Assemblée. Pour elle, c'est quand même important, parce que soit elle est auditionnée alors que les syndicats ont voté la fin du mouvement de grève,
c'est quand même plus facile. Soit elle arrive dans un contexte où son musée est en grève, c'est beaucoup plus difficile pour elle. Alors, il y a un choix politique aussi qui va se faire de la part des syndicats. Ils ont quand même une responsabilité. Bon, accessoirement, eux-mêmes disent qu'ils n'ont pas tellement envie de traîner 10 jours de grève. Ça coûte cher, la grève. Hein. Oui, ça coûte cher. Autrefois, on payait les fonctionnaires qui faisaient grève. C'est quand même fini. Ça veut dire que ça coûte très cher. Aux périodes de fête, 10 jours de grève pour quelqu'un qui est agent de salle, je ne sais pas si tu peux te le permettre. Donc, il va y avoir le principe de réalité, le principe politique. On va bien voir ce qui se passe. Mais c'est mercredi que tout se joue, c'est pas mardi. Mercredi, vous avez dit audition de Laurence Descartes devant l'Assemblée nationale, une nouvelle fois, parce qu'elle a déjà été... Une nouvelle fois. Donc franchement, mercredi à 9h, ils se réunissent. Et là, ça se joue un peu. Est-ce que ça durcit? Alors, c'est politique aussi. Très bien, eh bien, on suivra ça. Merci beaucoup, Claire Baumler, en tout cas, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet. Merci à vous, du Figaro, d'avoir été nombreux à nous suivre. Et pour ceux qui nous ont regardés sur YouTube, vous n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée.